Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on parlera du droit de se taire dans les procédures de sanction de l'AMF avec mon invité Philippe Glaser, associé chez Taylor Wessing. On parlera ensuite de l'encadrement des loyers avec Louise Duvernois, associée chez Veiljourde. Et enfin, on parlera du litige au prud'homme entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain avec Prune Ginguenet, avocate chez Ask. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Le droit de se taire est un droit fondamental en droit pénal, mais qu'en est-il dans les procédures de sanction de l'AMF? On en parle tout de suite avec mon invité Philippe Glaser, associé chez Taylor Wessing. Philippe Glaser, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la première question que j'ai envie de vous poser pour démarrer, c'est qu'est-ce que le droit de se taire? Le droit de se taire, c'est un droit fondamental reconnu par la Déclaration des droits de l'homme, qui est le droit de ne pas s'auto-incriminer, tout simplement. On le connaît bien devant le juge pénal, puisque dès la garde à vue, l'instruction ou devant la juridiction répressive, on a le droit de se taire, et ces droits sont toujours notifiés par les officiers de police judiciaire ou par les magistrats. Eh bien, depuis peu de temps, finalement, devant les autorités administratives, la CNIL, à présent l'AMF, on reconnaît aussi ce droit, qui est un droit fondamental parce que il peut aboutir, lorsqu'il n'est pas respecté, à des sanctions, et il est normal, sur le plan processuel, eh bien que celui qui est poursuivi, sur le plan de manquement à la réglementation financière, qu'il ne s'auto-incrimine pas. Donc c'est un droit fondamental. Donc un droit fondamental, dites-vous. Qu'est-ce que les décisions récentes apportent à ce droit fondamental? Alors, on a été assez gâtés en 2025, cette année, puisque après avoir statué dans des conditions assez similaires pour une autre autorité administrative, la CNIL, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de QPC, de questions prioritaires de constitutionnalité, a considéré que le droit et la protection, et donc le droit de se taire, devaient être aussi accordés à ceux qui faisaient l'objet de poursuites devant la commission des sanctions. C'était Donc, quoi le raisonnement pour bien comprendre? le raisonnement, il y a eu deux décisions importantes. Une de mars dernier qui est venue préciser les choses dans le cadre d'une enquête, où là on ne sait pas encore en théorie si on va être poursuivi dans la commission des sanctions et donc si on va être sanctionné sur le plan financier ou faire l'objet d'interdiction d'exercice d'une activité. Et là, le Conseil constitutionnel a considéré que dès lors qu'il n'y avait pas de risque de poursuite acquis, ce droit de se taire n'existait pas et ne devait donc pas être notifié à la personne concernée par l'enquête. Et ça a été le cas pour les visites domiciliaires. En revanche, quand les choses avancent et que le collège décide de saisir la commission des sanctions et que donc la personne va devoir s'expliquer devant celle-ci, eh bien là, le Conseil constitutionnel, il y a de cela 3 mois, le 26 septembre dernier, est venu figer les choses et dire qu'il y a cette obligation, ce que ne prévoyait pas le Code monétaire et financier, de notifier à la personne qui est entendue aussi bien devant le rapporteur que devant la commission des sanctions qu'elle a le droit de se taire, donc de ne pas s'auto-incriminer. Mais ça n'existe pas pour les enquêtes. Alors pourquoi justement ça n'existe pas pour les enquêtes, ce droit de se taire? Pour ce qui me concerne, ça me surprend un peu, mais il faut être patient. Il faut être patient, je pense que les choses vont évoluer. On considère, et c'est ce que dit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars dernier, qui concernait une enquête où une visite domiciliaire avait été réalisée, on considère que cette procédure d'enquête a un seul objectif, de collecter pour les agents de l'AMF des éléments, des informations, des documents. Il n'y a donc pas, à ce stade-là, prétendument, de volonté de poursuivre l'un ou l'autre, et donc il n'y a pas de raison de notifier des droits particuliers. C'est juste prendre des documents. C'est prendre des documents, mais c'est intéressant cette décision si on la lit avec attention, parce qu'elle vient exiger tout de même des agents de l'AMF que s'ils viennent à interroger à l'occasion de la visite une personne, il faut respecter le principe de loyauté, c'est-à-dire ne pas profiter de cette visite qui est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour obtenir des aveux ou des déclarations qui pourraient auto-incriminer la personne interrogée. Donc, même si le Conseil constitutionnel ne le dit pas expressément, on peut penser qu'il y aura une évolution dans l'avenir, même au niveau de l'enquête, où peut-être qu'un jour, le droit de se taire sera acquis.
Il faut attendre une prochaine QPC ou une décision Il faut attendre, il faut jurisprudentielle? faire confiance aux avocats qui sont pleins d'imagination pour retrouver les vices des procédures. Et on peut penser en effet qu'en fonction des conditions de l'enquête, certains tenteront devant la commission des sanctions d'obtenir une nullité. Il faut vivre une enquête de l'AMF, c'est pas simple. Les enquêteurs font leur travail, veillent au respect de la réglementation, à ce que ceux qui ont manipulé les cours, par exemple, soient sanctionnés. Mais c'est très intrusif. Mais c'est très intrusif et c'est, pardon de le dire, pour l'avoir vécu, assez violent. Il y a de la pression, et on prépare nos clients aux enquêtes, aux auditions. Alors, on va s'intéresser aux recours en cas de non-respect du droit de se taire. Quels sont ces recours? Ces recours, ce sont, je l'ai indiqué en début d'entretien, c'est quand même un droit fondamental. On le reconnaît à tout justiciable lorsqu'il est en garde à vue, devant un juge d'instruction ou un magistrat du siège. C'est le droit de se taire et c'est donc fondamental pour ne pas s'auto-incriminer. Donc, bien évidemment, lorsque on considère que ce droit n'est pas acquis, on peut en demander la nullité. Ne nous faisons pas d'illusions, alors même que le Code monétaire et financier n'a pas encore été modifié à la suite de la QPC. L'AMF, depuis début 2024, a pris les devants. Et maintenant, lorsque les poursuites sont engagées, c'est-à-dire une notification de grief est adressée à une entité ou à une personne physique, eh bien, il lui est rappelé automatiquement qu'elle a le droit de se taire. Donc, ce droit est effectif. Il est effectif. Pas pour les enquêtes, et c'est peut-être là, en fonction des conditions du déroulé de l'enquête, qu'on pourra espérer que les avocats fassent preuve d'imagination et soulèvent éventuellement une nullité de l'ensemble de la procédure. D'accord. Alors, certains plaident pour un alignement complet sur le droit pénal. Est-ce qu'il faut aligner les procédures de l'AMF sur les procédures de droit pénal? Ça va dépendre. Si vous interrogez un avocat, ce que je suis, je vais vous dire oui. Je pense que c'est d'autant plus important puisque même au niveau de l'enquête, alors même que ce droit n'est pas encore reconnu, et je l'ai indiqué, il y a quand même une certaine violence, une confrontation avec les enquêteurs de l'AMF. Quand je parle de violence, elle est bien sûr pas... c'est une violence morale. Mais c'est moral, c'est assez impressionnant, c'est comme une garde à vue, il faut le vivre. Hein, faut le vivre. Et donc, je pense que là où déjà on a accordé quand même, et heureusement, le droit à la personne entendue lors d'une enquête d'être assistée d'un avocat, il faut aussi cela. Et d'autant plus qu'il y a une proposition de loi un peu malmenée en ce sens que le calendrier parlementaire n'est pas concentré sur celle-ci, de loi contre la fraude financière. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit vraiment un élargissement des moyens de l'AMF, qui pourra, comme en matière pénale, par exemple, utiliser de fausses identités pour interroger, pour obtenir des éléments, pour pouvoir, si j'osais dire, un peu s'infiltrer dans les dossiers, notamment. Donc il y a quand même des pouvoirs accrus qui sont envisagés pour l'AMF. Ça ne me heurte pas, puisque l'AMF est là pour garantir les droits la stabilité du marché et les droits des investisseurs. Par contre, il faut des garanties. Mais il faut les garanties, ça me semble évident. Quelle garantie au-delà de ce que vous avez dit? Je crois que l'assistant de l'avocat, le droit de se taire, sont, à mon sens, suffisantes, parce que l'avocat, c'est son rôle. Il est là pour préparer, assister son client et pouvoir lui dire, vous pouvez répondre ou pas. Et je terminerai sur ce point qui me semble extrêmement important, c'est que l'entrave qui est sanctionnée pénalement, mais aussi financièrement dans le cadre d'amendes qui sont prononcées par la commission des sanctions, c'est un droit qui fait que lorsque vous refusez de répondre à certaines questions des enquêteurs, on peut considérer que c'est une entrave à l'enquête. Et ça, moi, en tant qu'avocat, ça me heurte parce que donner des informations, oui, mais on sait la limite, elle est ténue entre donner des informations et prendre le risque de s'auto-incriminer. Donc les droits fondamentaux, c'est la présence de l'avocat, elle est acquise, et le droit de se taire. Donc vous attendez quand même des évolutions pour ces garanties en suivant... Oui, je pense qu'elles viendront à un moment ou un autre. Ça fait quand même 2 ans moins de 2 ans même, que les autorités administratives sont contraintes au respect, lorsque des sanctions sont envisagées, de la notification de ce droit de se taire. Je pense qu'en matière d'enquête, pour cette phase-là, ce droit va être aussi reconnu à terme. J'en suis convaincu. On va conclure là-dessus. Merci Philippe Glaser. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Taylor Wessing. Merci Arnaud. Tout de suite, on continue avec un sujet qui fait débat, l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers dans de nombreuses villes suscite des débats. On va en parler tout de suite avec mon invité, Louise Duvernois, associée au sein de Veillejourde. Louise Duvernois, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, c'est bien de revenir sur les bases. Qu'est-ce que l'encadrement des loyers? Alors, il s'agit donc d'un dispositif expérimental qui a été institué par la loi Elan du 23 novembre 2018
Et ce dispositif expérimental a été initialement fixé pour une durée de 5 ans, qui a été prolongée jusqu'au 25 novembre 2026. Alors, dans le cadre des baux d'habitation, depuis la loi Elan, le principe, c'est que la fixation du loyer est libre, mais dans certaines zones tendues, avec la possibilité en fait, d'un encadrement des loyers. Et l'application de cet encadrement va être soumise à des conditions strictes. D'abord, d'un point de vue du champ d'application territorial, ça ne va s'appliquer que dans des zones tendues, telles que définies par les textes, où il y a, si vous voulez, un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande. Et puis l'application de ce dispositif va être conditionnée à une candidature en fait, de la collectivité compétente. Et si la candidature est acceptée, il y a un décret qui va venir délimiter en fait, le périmètre d'application du dispositif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sont notamment concernés donc Paris, une partie de la Seine-Saint-Denis, Bordeaux, Montpellier, Grenoble et ses environs. Le Pays Basque est également concerné Lyon et Villeurbanne, mais récemment le tribunal administratif de Lyon a annulé donc l'arrêté préfectoral qui encadrait les loyers dans ces villes. Bon, on a vu les zones qui sont concernées par cet encadrement des loyers. On va s'intéresser maintenant au fonctionnement. Concrètement, comment ça se passe, l'encadrement des loyers dans les zones concernées ? Alors, pour chaque territoire qui va être ainsi délimité, le préfet va chaque année déterminer 3 loyers de référence par catégorie de logement et par secteur géographique. Donc, il va d'abord déterminer ce qu'on appelle un loyer de référence, ensuite un loyer de référence majoré qui va correspondre au loyer de référence majoré de 20%, et puis un loyer de référence minoré qui va correspondre au loyer de référence, lui, minoré de 30%. Et ces loyers, en fait, vont être basés sur des données collectées par ce qu'on appelle les observatoires locaux des loyers, qui sont chargés, justement, de recueillir les données relatives aux loyers sur un certain secteur géographique. Et lors de la conclusion, en fait, du bail, le loyer va être librement fixé par les parties, mais dans la limite de ce qu'on appelle le loyer de référence majoré. Donc le loyer de référence majoré de 20% maximum. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un complément de loyer qui peut être décidé par les parties, mais uniquement si le logement va présenter des caractéristiques exceptionnelles, que ce soit en termes de confort ou en termes de localisation. Et ces caractéristiques doivent bien sûr être justifiées au bail pour éviter tout abus. Et le complément de loyer ne va pas pouvoir être possible dans certains cas de figure, notamment quand les logements ont un mauvais DPE et qui sont classés F ou G. Et ce complément de loyer peut faire l'objet d'une contestation par le locataire qui ne le considère pas justifié dans un délai de 3 mois à compter de la signature du bail. Alors c'est un dispositif qui est sanctionné. Donc si le bailleur ne respecte pas l'encadrement des loyers, il va s'exposer à une action en diminution de loyer de la part du locataire et évidemment à une restitution des trop perçus. Et puis le préfet peut également mettre en demeure le bailleur de se conformer aux exigences de l'encadrement des loyers. Et si le bailleur ne répond pas à cette mise en demeure, il est passible d'une amende administrative de 5 000 € s'il est une personne physique et 15 000 € s'il est une personne morale. Donc les sanctions ne sont pas neutres. Non, Vigilance et de mise. Non, les sanctions ne sont pas neutres et ce dispositif aujourd'hui, comme je vous le disais, il est expérimental. Se pose aujourd'hui la question de sa pérennisation. Et donc à cet égard, la Commission des affaires économiques a confié aux députés Lemeur et Echaniz une mission dite flash d'évaluation de ce dispositif et le rapport a été rendu le 24 septembre dernier. Et donc que dit ce rapport parlementaire ? Quelles sont ses préconisations ? Alors, il dresse un bilan plutôt positif de l'encadrement des loyers. Il souligne que les collectivités qui l'ont mis en place sont plutôt satisfaites et donc ils préconisent en fait une pérennisation de ce dispositif et ils préconisent une vingtaine de propositions qui, selon eux, seraient de nature en fait à améliorer ce dispositif. Premièrement, l'idée ce serait d'étendre la possibilité de l'adopter à l'ensemble des communes situées en zone tendue, un renforcement des sanctions, mieux encadrer les compléments de loyer pour éviter les abus et décentraliser le contrôle en déléguant davantage sa mise en œuvre et le pouvoir de sanction aux municipalités. On va s'intéresser aux acteurs de l'immobilier. Comment ils ont réagi par rapport à ces propositions ? Alors, les réactions du secteur sont assez contrastées. Il y en a une partie qui salue la clarification proposée et d'autres en fait vont considérer que c'est un peu une fuite en avant. Notamment la FNIM, dans son rapport, dans son communiqué du 24 septembre dernier, considère le dispositif, je cite, comme inefficace, punitif et contre-productif. Inefficace pourquoi ? Parce qu'elle soutient que l'évolution des loyers est la même en fait qu'on soit en zone encadrée ou non encadrée. Punitif parce que ça ferait peser en fait aux bailleurs la responsabilité de la crise du logement, alors que pour la FNIM, la principale cause de la crise du logement, finalement, c'est le déficit de construction et un manque de soutien à l'investissement locatif. Et puis contre-productif parce que l'extension et le durcissement de l'encadrement des loyers ne feraient qu'alimenter
la défiance des bailleurs et donc tout ça au détriment finalement de l'offre locative privée. Alors, on va s'intéresser aux suites de ce rapport. Est-ce qu'il y a eu une suite législative? Est-ce que le législateur s'est emparé de ce rapport? Alors, c'est effectivement d'actualité, Arnaud, parce qu'à la suite du dépôt de ce rapport, il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée en octobre dernier, qui s'appelle Proposition de loi pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs. Et cette proposition de loi donc, a été examinée en commission et elle doit faire l'objet d'un débat prochainement au cours du mois de décembre à l'Assemblée nationale. Et cette proposition est fortement inspirée du contenu du rapport. Elle prévoit notamment donc une pérennisation du dispositif, la possibilité pour les municipalités de décider de mettre en œuvre ce dispositif sans passer par la procédure du décret préalable, l'inclusion du co-living, notamment dans le champ de l'encadrement, un renforcement de la régulation du complément de loyer qui serait plafonné à un montant de 20% du loyer de référence majoré, une suppression du délai limite de 3 mois qu'avait le locataire pour le contester, et puis un doublement des amendes. Et en parallèle de ça, il y a également une autre proposition de loi qui, elle, a été déposée au Sénat très récemment, là, le 27 novembre dernier, qui reprend peu ou prou de manière similaire les modifications proposées par le proposition de loi actuellement à l'examen à l'Assemblée nationale, mais avec quelques petites différences d'importance. Déjà, il propose la fixation d'un loyer maximal qui, lui, serait 10% au-dessus du loyer de référence. D'accord. À la mise en place d'un dispositif avec un enregistrement en fait, obligatoire des baux d'habitation sur une plateforme numérique dédiée pour pouvoir justement faciliter en fait le contrôle du respect du dispositif et un allongement des délais de préavis pour les congés des bailleurs en zone tendue pour éviter, vous voyez, les congés sanctions. Donc effectivement, il faut surveiller, c'est à suivre donc l'actualité de ces propositions de loi. Pour terminer, est-ce qu'on peut imaginer une extension de ce dispositif aux baux commerciaux? Alors, c'est également un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui, en fait, en matière de bail commercial, n'est encadré par la législation que le loyer de renouvellement, pas le loyer initial. Mais certaines fédérations de commerçants et certains élus locaux plaident pour la mise en place d'un encadrement des loyers afin notamment de préserver le commerce de proximité. Et il y a notamment une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale également en octobre dernier qui propose donc la mise en place d'un encadrement pour soutenir le commerce de proximité des loyers commerciaux, avec un mécanisme qui serait un peu similaire à ce qu'on a aujourd'hui pour les baux d'habitation, c'est-à-dire que le préfet définirait un loyer de référence et il y aurait également un loyer de référence dit minoré, inférieur de 25% par rapport à ce loyer de référence, et le loyer commercial ne pourra pas être supérieur à ce loyer de référence et dans certains cas à ce loyer de référence minoré de 25% parce qu'on est dans des zones à forte vacance. On va conclure là-dessus. Merci Louise Duvernois. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Veille-Jourde. Tout de suite, on change de domaine. On va parler droit du travail dans un contexte très spécial, celui du conflit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain change de terrain. Il quitte le terrain du sportif pour aller sur le terrain du juridique. Les deux parties se trouvent au prud'homme. Le Paris Saint-Germain qui réclame 440 millions d'euros alors que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, réclame lui 263 millions d'euros. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Prune Ginguenet, avocate au sein du cabinet Ask, qui va nous décrypter les enjeux de ce conflit. Prune Ginguenet, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et un des premiers angles de Kylian Mbappé, de ses avocats, c'est de faire requalifier le contrat de travail de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de CDD en CDI. Pourquoi ? Alors, déjà, je pense qu'il faut rappeler que c'est vrai qu'en droit français, le Code du travail prévoit que la forme usuelle, normale du contrat avec un salarié, c'est le contrat à durée indéterminée et que le CDD, justement, qui est un contrat à durée déterminée, doit faire figure d'exception et répondre à certaines conditions particulières. Dans le sport professionnel, c'est un peu la logique inverse, puisque depuis une réforme de 2015, une loi du 27 novembre 2015, qui a introduit dans le code du sport un CDD spécifique,
On part du principe que tout contrat par lequel une association sportive ou une société sportive professionnelle a recours contre rémunération au service d'un de ses salariés doit être un contrat à durée déterminée. Donc c'est dans ce cadre que le CDD de Kylian Mbappé en 2017 avait été conclu. Aujourd'hui, on a les conseils de Kylian et lui-même qui font une demande, parmi toutes leurs demandes, qui consiste à demander la requalification du CDD conclu en CDI. On se place un peu dans la mouvance de l'affaire Rabiot qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et qui lui a obtenu gain de cause, mais qui est, selon nous, un peu différente puisque c'était sur la base d'un CDD qui avait été conclu avant la réforme de 2015. Là, en l'occurrence, les conseils se basent sur une directive européenne de 1999 qui avait vocation à limiter les dérives dans l'usage des contrats à durée déterminée par les employeurs. Aujourd'hui, les conseils nous disent que voilà, on serait dans un usage abusif dès lors que le contrat n'avait pas vocation à être temporaire, mais qu'on serait plutôt sur une relation de travail permanente. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu va se cristalliser autour de ça, un peu, de savoir qu'est-ce qui prévaut. Est-ce que c'est cette directive qui, selon moi, s'applique pour les CDD, mais peut-être de manière globale, ou bien notre législation interne et le Code du sport qui, lui, prévoit un CDD spécifique pour les sportifs professionnels et notamment les joueurs de football professionnels. Et du coup, ça pourrait créer un précédent, c'est ça ? Ça créerait un précédent, mais c'est surtout que ça remettrait en cause en fait toute l'économie et le fonctionnement actuel du football, puisque si on se retrouvait qu'avec des joueurs en CDI, évidemment tout le business des transferts serait remis en cause et on ne voit pas bien aujourd'hui comment ça pourrait survivre à ça. C'est pour ça qu'à notre sens, les chances que le Conseil de prud'homme requalifie le CDD en CDI sont, à mon sens, assez limitées. Après, je voulais juste préciser, vous parliez d'un montant assez astronomique de plus de 250 millions d'euros. On est d'accord que ce n'est pas uniquement sur cette requalification de CDD en CDI. Des demandes. Voilà, on a aussi des demandes au titre de salaires impayés, de primes impayées, de dommages d'intérêt pour divers préjudices que le joueur estime subir aujourd'hui et dont il a fait part au conseiller. Alors justement, on va revenir sur les aspects financiers, les salaires et les primes impayées, puisque le Paris Saint-Germain a retenu un certain nombre de salaires et de primes de son ancien joueur. Est-ce qu'il pouvait légalement retenir ces sommes ? Alors, j'ai envie de vous dire que la réponse est très simple et que c'est non, par principe. L'obligation de payer le salaire et des primes qui sont contractuellement prévues et pour lesquelles il n'y a pas de discussion, c'est une obligation essentielle du contrat de travail et c'est l'obligation première de l'employeur à côté de celle de fournir un travail à son employé. Donc aujourd'hui, on n'a pas un fondement légal qui nous dirait que le PSG avait le droit de retenir ces sommes. Donc, on nous dit que ce serait sur la base d'un accord verbal entre le salarié et l'employeur, le PSG, qui aurait lieu à l'été 2023, et selon lequel le joueur aurait renoncé à un certain nombre de paiements de rémunération et de primes. On a deux problématiques, c'est que déjà, en droit du sport, et en particulier dans le milieu du football, la charte du football professionnel, qui fait figure de convention collective dans le milieu, prévoit que tout avenant au contrat de travail doit être homologué par la LFP, la Ligue de football professionnel. Donc il faut un écrit qu'on soumet à la Ligue et qu'il l'enregistre, l'homologue, on dit, pour qu'il vaille quelque chose. Aujourd'hui, sauf preuve contraire, il n'y a aucun document de ce type qui a été présenté par le PSG et on se contente de dire qu'il y avait un accord oral, ce qui est problématique puisque ça n'a pas de valeur juridique en tant que tel. Et à partir de ce moment-là, si le PSG ne rapporte pas la preuve de cet accord, la rétention de paiement s'analyserait comme une sanction pécuniaire à l'égard du joueur, sanctions pécuniaires qui sont strictement prohibées par le Code du travail, là pour le coup, et susceptibles d'engendrer un certain nombre de sanctions. Alors, outre le rappel des paiements, effectivement, de salaires et de primes, des intérêts de retard, et des dommages et intérêts spécifiques qui pourraient demander pour le préjudice qui lui a été causé du fait du non-paiement de
toutes ces rémunérations. Alors, au-delà des aspects financiers, ce que dénoncent les conseils de Kylian Mbappé, c'est aussi la pratique qu'on appelle du loft, qui est assez courante dans le football, c'est-à-dire qu'on met à l'écart les joueurs qui n'ont plus le droit de s'entraîner avec le groupe professionnel, qui n'ont plus le droit de faire des matchs, et ça a été le cas pour Kylian Mbappé quand il était au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une pratique qui est légale ? Alors, par principe, donc le loft, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui s'est pas mal répandu ces dernières années et les syndicats essayent un peu d'endiguer ça, l'UNFP notamment. C'est donc la pratique qui consiste à mettre un joueur, notamment de l'équipe première, un peu à l'écart de l'équipe. C'est-à-dire qu'il ne va plus aller aux entraînements avec l'équipe première, il ne va plus faire les déplacements, plus faire les matchs, pendant une période donnée en général. Cette pratique, par nature, elle n'est pas interdite, elle est encadrée, notamment par à nouveau la charte qui prévoit que pour certaines raisons sportives, notamment, l'employeur a la possibilité de faire circuler des joueurs entre ses équipes premières et équipes réserves, du moment que, globalement, on garde des conditions d'entraînement équivalentes, des conditions de travail. Ils ne doivent pas être totalement mis sur le banc. Ça ne doit pas être une sanction, en fait. Et la problématique ici principale, ça va être de savoir est-ce que ce choix était guidé par un impératif sportif ? Y avait-il une stratégie au niveau de l'organisation de l'équipe qui nécessitait que Kylian Mbappé soit mis un peu en retrait ? Ou bien est-ce qu'on est dans une stratégie plus globale qui consistait à mettre un peu la pression sur ce joueur pour soit qu'il prolonge son contrat de travail comme cela était potentiellement prévu, soit qu'il quitte le club et que le PSG puisse bénéficier d'un transfert à ce moment-là. Ça sera donc l'enjeu de distinguer pour les conseillers si on est sur une pratique normale et si, mis aux côtés de plusieurs autres comportements qu'aujourd'hui le joueur reproche à son club, on serait sur un harcèlement moral généralisé qui consistait du coup à mettre la pression sur le joueur pour obtenir de lui ce que le club voulait, c'est-à-dire, dans l'idéal, un transfert du joueur contre une somme d'argent et pas un départ libre la saison d'après. Bon, on verra tout ça le 16 décembre prochain, verdict donc du Conseil des prud'hommes. Merci Prune Gingnet. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet ASC. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.